Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité suédoise télévision. L'écrivain Abalo Kokou Menagbe sort un nouveau livre. L'ouvrage a été présenté ce week-end à Bomekalavi. L'incertitude règne en Guinée-Conakry après le renversement du président Alpha Condé. Vous suivrez dans cette édition l'analyse de la situation qui prévaut dans ce pays. Et puis en Afghanistan, les talibans ont annoncé ce matin la prise de contrôle de la vallée de Panchir. Bienvenue à toutes et à tous. L'écrivain Abalo Kokou Menagbe a rendu public un nouvel ouvrage intitulé « Les insectes du ministre ». La cérémonie de présentation du livre s'est déroulée ce week-end à Bomekalavi. Samson Oké pour le compte rendu. Des profondeurs de son inspiration, Abalo Kokou Menagbe accouche un nouveau bébé dans l'univers livresque, Les insectes du ministre, un ouvrage de 6 nouvelles qui raconte l'amour et ses frasques et bien d'autres réalités existentielles. Le ministre avec ses insectes. La chute malheureuse, brutale, honteuse et peut-être fatale qu'il a connue n'a eu qu'un seul nom, Rosine Koupani. En effet, depuis que ses yeux sont posés sur cet employé des services de l'arrondissement de Gembe, il n'a plus jamais vécu tranquille. Secoué par l'amour ou l'attirance, il a fait nommer de coq à l'âne Rosine à la tête d'un projet phare de son ministère, lui a pris un appartement dans lequel il a commencé à voir sur elle des insectes avant de commencer effectivement à les tuer à l'extérieur du pays lors d'une mission organisée exprès pour se retrouver seul avec elle. La suite est imparable. Pour l'auteur, l'objectif est de participer à la transformation de la société à travers la plume. Le but de chaque ouvrage, sinon ce que recherche chaque écrivain, c'est que l'être se transforme en bien. On n'écrit pas parce qu'on a envie d'écrire. On n'écrit pas parce qu'on a vu faire. On écrit parce qu'on veut toucher des âmes. On veut apporter des transformations. Et les insectes du ministre, comme tous les autres, sont arrivés comme ça. Les insectes du ministre, écrit en 157 pages, est désormais disponible sur le marché. Au terme de la vente à l'américaine, le premier numéro a été vendu à 250 000 francs CFA. Et puis l'attribution des résidences universitaires se fera désormais en ligne. Une nouvelle réforme du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi COUS-UAC. Pourquoi cette réforme et quelle est la position des étudiants? Des éléments de réponse dans ce reportage de Laurent Roland Todinkes. Les demandes d'attribution de résidences universitaires à l'université d'Abomey-Calavi se feront désormais en ligne. Une décision prise sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, précise Ghislaine Fagboun, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Elle évoque également les raisons qui motivent la prise d'une telle décision. C'est un portail que nous avons sur le site du ministère. Ça nous permet d'être présent et ça permet à l'étudiant, en voulant s'inscrire, de demander en même temps sa cabine. Donc il y a un gain de temps énorme pour tout le monde. Tous les services publics aujourd'hui sont en train d'être dématérialisés pour éviter au maximum le contact avec le public et pour faciliter également les opérations au public. Parce que pour les résidences, par exemple, il y a beaucoup d'attroupements. Et quand nous sortons les listes, on les déchire et tout ça. Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB dénonce une décision prise de façon unilatérale, même s'il approuve la dématérialisation. C'est vrai qu'il faut, sur l'évolution des choses, en pensant aller à une dématérialisation des demandes, c'est nous qui rencontrons les difficultés lors des demande de résidence universitaire et s'il doit y avoir des propositions de solutions, nous devrons participer à ces propositions de solutions. Nous n'avons pas été associés et l'information nous parvient dans ce contexte-là et donc nous n'avons pas apprécié.
Ghislaine Fagbohun rassure tout de même que les responsables étudiants seront associés à l'opérationnalisation de la décision. Sébastien Godonou, président du bureau directeur du comité des résidents BDCR, a tout de même des craintes. On a vu tantôt les cours en ligne qui sont déroulés avec ces inconvénients. Nous avons vu la demande en ligne sur la plateforme de la DBAU qui porte aussi ces inconvénients où les camarades étudiants depuis des mois ne sont pas encore entrés en possession de leurs fonds. Et aujourd'hui, on nous demande encore de passer la demande des cabines en ligne. Cela voudrait-il dire que l'année prochaine, quand ce serait en ligne, que la demande va être portée et que cela va avoir une telle lenteur que le camarade étudiant ne saurait plus à quel sens se vouer? Pour la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales, la décision sera mise en application et une évaluation sera faite. Nous sommes en train de mettre la plateforme en place. Nous sommes en train de faire les tests avec les techniciens. Nous allons l'expérimenter. Nous allons l'expérimenter à partir de la rentrée prochaine et nous ferons une évaluation et nous ferons le point avec l'autorité de tutelle. Pour ce qui concerne les critères de sélection dans l'attribution des résidences universitaires, rien n'a changé, a également précisé la DECUS. Les filles, les handicapés et les étudiants de première année seront privilégiés. Toutefois, le président de la FNEB plaide pour une solution mixte. La suspension de certaines activités en vue de réduire la propagation de la COVID-19 ne concerne pas les lieux de culte. Toutefois, les responsables religieux sont invités à faire respecter les gestes barrières dans ces lieux et sensibiliser les fidèles à se faire vacciner. Quelques citoyens rencontrés se prononcent sur la décision. Ils sont au micro de Clémence Tonokwe. Ne pas fermer les églises, les mosquées et autres, c'est une très bonne chose. Parce que c'est des lieux où il faut aller prier. Vous voyez, non? C'est vrai que quand il y a une situation, il faut aussi prier Dieu pour que cette situation, Dieu nous épargne de tout ça. Vous voyez, donc c'est important de ne pas fermer les églises, mais de respecter les gestes barrières. Lavage de mains, ça ne coûte rien. Les cache-nez, ça ne coûte rien. On doit quand même se mettre en forme comparativement à ce que le gouvernement a dit. Maintenant, je demande au gouvernement, si quelqu'un ne respectait pas cela, de sanctionner. Je suis très content de la décision que le gouvernement a prise de ne pas fermer les lieux de culte. Parce que ça permettra aux populations de se rendre dans les lieux de culte pour communiquer avec le Dieu. Je dirais aux pasteurs, aux imams et aux prêtres de sensibiliser leurs fidèles pour qu'ils aillent se faire vacciner. Avant là, on a respecté. Quand ils ont dit de respecter, si tu rentres dans les églises, tu vas voir, ils ont mis papier là. Et si tu rentres dedans, tu vas voir que, ici, tu ne dois pas t'asseoir ici. Donc, deux personnes. Donc, si ils peuvent encore, les églises peuvent encore respecter ces gestes-là, moi je vois que Dieu va nous aider pour le reste. Il y a d'autres maladies qui tuent et qui n'ont pas de vaccination. Et Dieu merci que ça a de vaccination, simplement de faire la vaccination et de respecter les gestes barrières. C'est une très bonne décision et une fois encore je remercie le gouvernement. Le Béninois, sa religion, on ne s'amuse pas avec. Donc comme le gouvernement a étudié ça, il voit que c'est de demander à la population d'aller se faire vacciner, c'est déjà bon. Bien vrai qu'ils ont observé les mesures barrières que le gouvernement avait annoncées depuis pas mal de temps. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'ils n'ont pas levé l'interdiction, ça a continué, ils observent ça. En sport, pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin affronte ce jour la République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football CAF a officiellement autorisé 5000 supporters à suivre ce match. Mais il y a quelques jours, une décision du gouvernement béninois avait décidé de suspendre toute activité sportive à l'exception de quelques protocoles sanitaires COVID-19 très stricts. En respect donc de cette décision, le match Bénin-RDC Congo se tiendra à huis clos.
L'actualité sur le continent, le président guinéen a été arrêté hier par les militaires dans le cadre d'un coup d'État. Alpha Condé avait entamé son 3e mandat à la tête du pays. Il y a un bon moment, les poutistes ont annoncé avoir dissous les institutions et mis en place un couvre-feu. Quelle lecture peut-on faire de cette situation? Suivez les analyses de 2 spécialistes des questions internationales. Alors, la situation qui prévaut actuellement en Guinée interpelle déjà toute la communauté internationale et plus spécifiquement la sous-région ouest-africaine. Alors il s'agit clairement là d'un recul démocratique pour ce pays dont on connaît assez l'histoire après l'élection d'Alpha Condé en 2010 qui avait suscité une vague d'espoir, un réel espoir pour la population guinéenne qui avait connu quand même, faut-il le rappeler, près de 52 ans de régime autoritaire. Alors cette élection avait sonné comme une sorte de renouveau pour la population, mais se solde malheureusement par ce nouveau coup d'État que nous pouvons considérer comme une sortie par la petite porte pour Alpha Condé. Il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des situations similaires en Afrique ont pour premier motif l'ordre constitutionnel. À un moment donné, vous avez des acteurs politiques ou même des personnes appartenant à la population qui ont estimé que l'ordre constitutionnel, qui naturellement est un test fondamental et que l'entièreté de la population aurait donc consenti à cela, a été à un moment donné brisé. Et une remise en cause de la légitimité de ces acteurs politiques qui sont au leadership. Et donc, naturellement, nous nous retrouvons face à ces contestations qui grandissent en frustration et qui, à un moment donné, lorsqu'ils rencontrent un soutien, que ce soit militaire ou que ce soit externe, cela donne ce que ça donne. Et donc, il est temps que les acteurs politiques prêtent une oreille plus attentive à chaque contestation relative à l'ordre constitutionnel dans le pays. Ce peuple doit faire preuve de maturité. Maturité dans le sens de leur participation au processus de décision, maturité dans le sens d'éviter de s'enliser dans une dynamique de violence. Il faudrait que la communauté internationale ne décide pas du système de transition qui doit être utilisé en Guinée, ne décide pas de la durée de ce système de transition, mais qui puisse permettre au peuple guinéen de faire un diagnostic profond de ce pourquoi la Guinée se retrouve face à cette situation et de suggérer des solutions eux-mêmes. La France et l'Organisation des Nations Unies appellent à la libération du président Alpha Condé. Le point de la situation dans ce reportage. Des tirs nourris et alarmes lourdes ont résonné ce dimanche matin aux abords de Sékou Toureya, le palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry. Quelques heures plus tard, on apprenait que le chef d'État avait été arrêté par le groupement des forces spéciales du pays, malgré le démenti du ministère de la Défense, affirmant que l'attaque avait été repoussée. Sur ces images, on voit un président avachi et muet. Une tentative de coup d'État opérée par le colonel Mamadi Doumbouya, le présumé nouvel homme fort de la Guinée, donne rapidement des justifications. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Depuis, des scènes de liesse ont eu lieu, notamment dans la capitale. On est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. De son côté,
Le chef de l'ONU a condamné par la suite un coup de force et demandé la libération du président guinéen. Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes et je demande la libération immédiate du président Alpha Condé. L'ancien légionnaire de l'armée française, Mamadi Doumbouya, n'en est pas à sa première opposition. Récemment, il avait manifesté sa volonté d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance de Conakry. L'homme qui mène ce putsch est un ancien légionnaire français, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du groupement des forces spéciales de Guinée-Conakry depuis 2018. Il était sous la menace d'une interpellation imminente en raison de doutes sérieux sur ses projets. Alpha Condé accède au pouvoir le 7 novembre 2010. Le 2 mars 2020, alors que son deuxième mandat arrive à terme, il invoque une nouvelle constitution lui permettant d'entamer un troisième mandat. Le 18 octobre 2020, après un référendum boycotté par l'opposition. Désormais, le groupement des forces spéciales appelle le reste de l'armée à se joindre à lui. Mais un proche du chef d'État a affirmé à l'hebdomadaire Jeune Afrique que les forces fidèles à Alpha Condé n'avaient pas dit leur dernier mot. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, est au Mali depuis ce dimanche et va y rester jusqu'au 7 septembre. Une série de rencontres dédiées à l'évaluation du processus de transition politique en cours est prévue. Les représentants du Mali, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la mission des Nations unies vont se réunir pour discuter des détails du calendrier de la transition. En Afghanistan, les talibans ont annoncé ce matin la prise de contrôle de la vallée de la Panchir, un lieu qui jusque-là était le bastion historique de la résistance armée. Le fils du commandant Massoud, chef de la résistance, avait déclaré ce dimanche un cessez-le-feu, mais annonce ce lundi la reprise de la lutte. Les combats ont été violents. Après plusieurs jours d'affrontements avec les membres armés du Front National de Résistance, les talibans annoncent ce lundi matin la prise complète de la vallée du Panchir. Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre. Les gens vivront maintenant dans la liberté, la paix et la prospérité. Des insurgents ont été tués et le reste a fui. La respectable population du Panchir a été sauvée des preneurs d'otages. Nous lui assurons que personne ne fera l'objet de discrimination. Ils sont tous nos frères et nous travaillerons ensemble pour un pays et un objectif. Enclavée, difficile d'accès, la vallée du Panchir était le dernier foyer d'opposition armée aux talibans. Une zone rendue célèbre par le commandant Massoud à la fin des années 1990, avant que ce dernier ne soit assassiné par Al-Qaïda 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Elle abrite depuis le Front National de Résistance afghane dirigé par le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, est composé de milices locales ainsi que d'anciens membres des forces de sécurité afghanes, arrivés dans la vallée lorsque le reste de l'Afghanistan est tombé. Sur son compte Twitter, le FNR promet qu'il continuera le combat. L'affirmation des talibans est fausse. Les forces du FNR sont présentes dans toutes les positions stratégiques de la vallée pour poursuivre le combat. Nous assurons au peuple d'Afghanistan que la lutte contre les talibans et leurs partenaires se poursuivra jusqu'à ce que la justice et la liberté prévalent. Quelques heures plus tôt, le Front National de Résistance avait proposé un cessez-le-feu après avoir subi de lourdes pertes au cours des derniers jours, dont son principal porte-parole, le journaliste Fahim Dashti. Et puis Israël se prépare à une 4e dose du vaccin contre la Covid-19. Des experts estiment qu'un rappel tous les 6 mois serait possible. Le pays fait face actuellement à une nouvelle vague de contamination due au variant Delta. Une piqûre de rappel tous les 6 mois. C'est ce à quoi pourraient s'attendre les Israéliens. Ce dimanche, le responsable de la lutte contre le Covid, Salman Zarqa, a appelé la population à se préparer à l'administration d'une 4e dose de vaccin. Étant donné que le virus est là et qu'il continuera de l'être, nous devons songer à une 4e injection. C'est notre vie à partir de maintenant, par vague. Et en pensant à cela et au déclin du vaccin et des anticorps,
il semble qu'à intervalles réguliers, cela pourrait être une fois par an ou tous les 5 ou 6 mois, nous aurons besoin d'une nouvelle injection. Une décision qui intervient en raison de la progression du variant Delta sur le territoire de l'État hébreu. Depuis quelques semaines, les cas de contamination repartent à la hausse. Plus de 9500 cas ont été détectés vendredi en 24 heures en Israël. Et pour cause, l'efficacité des vaccins diminuerait au fil du temps, selon des études récentes dévoilées par les autorités sanitaires américaines. Une explosion des cas qui pousse le gouvernement à inciter la population à continuer ses efforts. Nous avons adopté une stratégie de confinement doux qui préserve l'économie, parallèlement à une série de mesures visant à contenir les infections, comme le rappel vaccinal que nous avons décidé. Il semble que cette stratégie va porter ses fruits, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Plus de 62% de la population israélienne est vaccinée et 2 500 000 habitants ont déjà reçu une 3e injection. Une campagne vaccinale rapide qui a fait d'Israël le premier pays au monde à proposer une 3e dose de vaccin à sa population et qui pourrait inciter d'autres pays à en faire autant. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.